C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors le voile, éternel sujet de polémique et de discorde. Une fois encore, le voile revient sur le tapis après qu'un élu Rassemblement national ait pris à partie une femme voilée qui accompagnait une sortie scolaire au Conseil régional de Franche-Comté. La classe politique n'en finit pas de s'invectiver. Dans la majorité, le sujet fait des remous après les propos du ministre de l'Éducation. Un avis qu'il a réitéré ce matin sur France Inter. On l'écoute. La sortie scolaire, c'est quelque chose d'hybride, parce que c'est pas tout à fait l'école, mais c'est pas non plus tout à fait comme se promener dans la rue. C'est quelque chose d'hybride. C'est donc assez normal qu'il y ait des positions hybrides sur le sujet. Ma thèse est toujours la même, je ne change pas. C'est-à-dire, la loi n'interdit pas l'accompagnement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit se réjouir du développement du voile dans nos sociétés et des mères d'école accompagnatrices? Non, je peux pas m'en réjouir, je pense. Sinon, dans ces cas-là, il faudrait que j'abandonne l'objectif d'égalité homme-femme auquel je tiens. Voilà, donc on pourrait dire que le sujet est clos. Eh bien, que nenni, le débat est condamné à ressurgir ad vitam aeternam, mais tout le monde en appelle au juge de paix, le président de la République. On attend en quelque sorte qu'il s'exprime, mais Emmanuel Macron met du temps à parler et on a le sentiment qu'il ne veut vraiment pas mettre la tête dans le chaudron, d'autant qu'il est en train de bouillir. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant d'ailleurs qu'il ne veuille pas parler. Pardon, David. C'est étonnant qu'il ne veuille pas parler, puisque moi j'ai regardé ce qu'il avait dit face à Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel au printemps 2018. Il fait une interview assez longue et il est interrogé d'ailleurs déjà sur les positions de Jean-Michel Blanquer, qui lui n'est pas très favorable à l'accompagnatrice, aux accompagnatrices voilées dans le cadre des sorties scolaires. Et à l'époque, il soutient son ministre. Donc en fait, et depuis, il s'est plutôt rangé sur la ligne de défense de la loi de 1905. Tout 1905, rien que 1905, c'est ce qu'il dit le 19 mars dernier, lorsqu'il fait sa conférence de presse, où là, il enterre ses projets de réforme de 1905. Donc, finalement, la position d'Emmanuel Macron, qui a évolué, qui a fait beaucoup de chemin, puisque il faut se souvenir qu'en 2015-2016, il était un opposant à Manuel Valls, lorsque Manuel Valls avait critiqué la position d'Angela Merkel sur les migrants. Donc il a fait beaucoup de chemin, mais aujourd'hui son chemin s'arrête quand même à la défense de 1905, clair et net. Oui. Donc là, c'est plutôt étonnant qu'il ne prenne pas la parole, même si Édouard Philippe a quand même tranché le débat à l'Assemblée. Alors voilà, j'avais oublié de vous, dans ce débat-là, j'ai oublié de vous passer ce qu'a dit donc le Premier ministre Édouard Philippe. Je vous propose de l'écouter. Cette interdiction ne s'applique pas aux parents d'élèves. Elle ne s'applique pas d'ailleurs non plus aux étudiants. C'est la loi. On peut porter, monsieur le député, vous le savez, un voile quand on accompagne une sortie scolaire. Mais on n'a pas le droit, vous le savez également, de faire de prosélytisme, et les autorités peuvent et doivent intervenir si tel est le cas. Voilà ce que je disais, on pourrait penser que le débat est clos, mais de toute façon, il est amené à ressurgir. Oui, parce que Édouard Philippe, il est un petit peu embêté, il se raccroche aux branches, et en l'occurrence à la loi, à la loi, rien que la loi. De la loi, ouais. C'est un peu, voilà, absolument, c'est un peu une position à minima, une position très juridique. Maintenant, sur le politique, on l'a vu ces derniers jours, et on va le voir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, ça va continuer à déborder. C'est vrai, Bruno a raison, il y a eu une vraie révolution personnelle, si j'ose dire, de la part d'Emmanuel Macron. 2015, Manuel Valls, à l'époque des attentats, il parle des ennemis de l'intérieur, donc c'est un vocabulaire assez dur. Et lui, il en est à expliquer les attentats djihadistes par des causes sociétales. Il dit que la société a une part de responsabilité. Effectivement, il fait sa campagne sur cette ligne. Au début de son quinquennat, il annonce une réforme de l'organisation de l'islam, un grand discours sur la laïcité et une réforme de la loi de 1905 qui n'est jamais venue. Je me souviens au journal du dimanche, début 2018, il nous dit que ça va se faire dans les 6 mois. Et là, ça fait 1 an et demi, elle n'a toujours pas eu lieu. Pourquoi d'après vous ? D'abord parce que cette réforme de l'islam, elle a été très compliquée à mettre en place. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'Élysée. Ça a été travaillé, notamment par Gérard Collomb, un peu moins par Castaner, par le président. Mais il y a eu des forces assez antagonistes. Et d'abord, ils ont renoncé à cette réforme de l'islam dans un premier temps parce que c'était trop compliqué à faire accepter.
par les musulmans et par les communautés elles-mêmes. Et puis ensuite, voilà, c'est l'agenda politique qui a joué. La crise des Gilets jaunes est arrivée là-dessus, et résultat, ça fait 2 ans et demi, et on n'a toujours pas entendu le moindre mot sur la laïcité et sur l'organisation de l'islam. Là, je crois que c'est en train de changer. Je crois qu'à l'Élysée, on est en train de s'apercevoir qu'il va falloir Parce qu'il est gêné aux entournures, parce qu'il ne sait pas quoi dire. Parce qu'il était très gêné, parce que c'est un sujet très explosif, parce qu'il avait essayé de bouger la loi de 1905, et que tout de suite, dès que vous bougez à la loi de 1905, alors même qu'elle a déjà été réformée à plusieurs reprises depuis plus d'un siècle, c'est un petit peu un tabou ou un totem, et que donc c'est extrêmement compliqué. Mais là, je crois qu'avec la séquence à la fois attentat à la préfecture et puis débat polémique, je crois qu'Emmanuel Macron, il a bien compris qu'il va falloir qu'il s'exprime et qu'il remette le métier sur l'ouvrage et un discours dans les prochaines semaines. Je ne suis pas certain qu'il bouge 1905. Je pense qu'il va plutôt essayer de... Ce qu'a fait Édouard Philippe hier, il a donné un petit peu une piste. Finalement, on voit qu'on contourne le problème de 1905, on n'y touche pas, et on essaie de voir, enfin on se dit que la laïcité ça va tenir, et même si elle est attaquée, j'allais dire, régulièrement par les radicaux, et on le voit bien, cette affaire du conseil régional de Franche-Comté-Bourgogne, on pourrait se dire, bon voilà, s'en tenir à l'émotion. Mais il y a quand même quelques questions de fond qui se posent. Est-ce qu'une femme voilée peut venir dans une enceinte républicaine ? C'est vrai que là-dessus, il y a un flou dans la loi. Donc la question se pose. Alors le type du Rassemblement national, il a exploité ça honteusement. Mais la question se pose. Il y a des questions qui sont en suspens parce que la laïcité est attaquée. Une partie... Vous savez, il y avait un sondage qui était paru il y a quelques années, 2016, dans le journal du dimanche d'ailleurs à l'époque. Une étude qui avait été faite par la Fondation Montaigne, et il y en a une autre de la Fondation Jaurès il y a peu de temps, qui montre qu'il y a quand même un tiers des musulmans vivant en France qui estiment que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Vous savez, quand vous avez ça comme donnée, vous avez quand même un problème dans le pays. Il y a un manque de compréhension de ce qu'est dans le fond la laïcité. Elle n'est pas acceptée par une partie Elle n'est pas comprise peut-être. Peut-être même pas comprise. Moi, vous savez, je pense que la France est une cible. La France, pays des Lumières, est une cible des islamistes les plus radicalisés, parce que justement, il y a cette laïcité qui fait obstacle. Non, c'est surtout que dans certains pays musulmans, il y a des théocraties, c'est-à-dire que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est une des raisons. La position assez en pointe, si j'ose dire, de la France sur la laïcité, après plus quelques opérations extérieures au Mali, au Proche-Orient, etc., a fait que nous avons été érigés effectivement en cible. C'est vrai, vous avez raison, il y a une espèce de combat culturel qui est en cours pour essayer de grignoter un petit peu les positions de laïcité de la France. Je crois que c'est pas la première fois, souvenez-vous, il y a eu une lutte au 19e siècle entre l'Église catholique et la République pour la laïcité. Je crois que c'est un petit peu le même problème qui se pose, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la même religion. Et effectivement, je crois qu'il faut tenir bon, et il faut, effectivement, quand il y a des failles juridiques, des flous, comme l'épisode que vous évoquez, c'est-à-dire l'épisode qui s'est déroulé au Conseil régional, oui, tout simplement, elle peut se combler par la loi, par le règlement. Je ne suis pas certain qu'il faille, par exemple sur la question des accompagnatrices scolaires, il va y en faire davantage. Je crois que tout peut se régler par la loi ou par le réglementaire. L'affrontement politique qu'on voit là est le reflet, dans le fond, de la société aussi. Certains Français ne veulent pas céder du terrain et ne supportent plus les femmes, de croiser des femmes voilées, et d'autres considèrent que c'est un amalgame qui est destructeur. Mais en attendant, le Rassemblement national marque des points. Oui, mais le Rassemblement national, ça a été le hold-up de Marine Le Pen, qui a récupéré à un moment la laïcité, à un moment où la droite avait baissé un peu la garde sur la question, parce que c'est ancien, avant que Jacques Chirac remette un peu l'église au milieu du village avec sa commission laïcité au début des années 2000, qui débouchera sur l'interdiction formelle des signes ostentatoires dans les établissements scolaires. La gauche, elle, avait carrément déserté le terrain, enfin une partie de la gauche avait déserté le terrain avec Jospin, qui avait vraiment, alors pour le coup, totalement abandonné le terrain, 89. Pas oublier que là, j'allais dire, il y a 30 ans, il y a l'affaire du foulard qui émerge et qui percute complètement le pays. C'est à Creil, ça se passe dans l'Oise, dans un collège. Et là, quasiment entre 89 et 2004, la loi c'est 2004, il va y avoir un débat interminable avec toute une... Et on voit bien qu'il est... parfois front renversé, parce que ça a divisé la gauche, ça a beaucoup divisé la gauche.
moins la droite, mais la droite a été un peu lâche, elle a attendu pour légiférer, et il a vraiment fallu qu'il y ait cette commission qui finalement impose une règle claire. Au passage, lorsque la loi entre en œuvre, finalement ça se passe bien. Faut voir quand même. Et là, après un long débat, la loi s'applique et ça se passe plutôt bien, même si le ministre de l'Éducation nationale relevait que le nombre d'atteintes à la laïcité était quand même en progression depuis quelques années. Mais Bruno a raison de le rappeler, ça fait 25 ans qu'on est confronté, que le problème est arrivé dans le débat politique et dans l'espace public, et ça fait 25 ans qu'on débat, qu'on se écharpe politiquement, alors que là encore, on voit que cette loi, elle a fonctionné. La loi sur les signes ostentatoires à l'école, pour l'instant, elle a fonctionné. Donc je pense que tout peut se régler encore une fois. Celle-ci a fonctionné, David. Mais par exemple, celle de 2010 sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, elle n'est pas appliquée partout. Par peur, par lâcheté, en tout cas, elle est mal appliquée, peut-être aussi par manque de moyens. Résultat des courses, c'est une brèche aussi, alors que le voile intégral, moi, on aura du mal à m'expliquer que c'est un signe d'émancipation de la femme. Mais qu'est-ce que vous avez compris dans le fond de ce que pense réellement vous parliez un peu des virages d'Emmanuel Macron. Fondamentalement, il pense quoi? Ça a été dit, je pense qu'Emmanuel Macron, il est plutôt sur une société ouverte. Il est pour une laïcité extrêmement ouverte. Mais il s'est converti, si j'ose dire, à des positions beaucoup plus dures. Vous parliez tout à l'heure, Roselyne, des différences dans la société, d'une société assez clivée, assez crispée. Ça se retrouve au sein de son gouvernement. Vous avez une aile un petit peu plus radicale, un peu plus droite, avec Bruno Le Maire, avec Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, qui sont pour des positions extrêmement fermes. Parce qu'il y a ce qu'il pense et ce qu'il va devoir dire. Vous pouvez ajouter aussi des gens comme Marlène Schiappa, qui est aussi sur une position... C'est-à-dire que ça dépasse un peu le clivage droite-gauche dans la majorité. Mais par contre, dans l'entourage proche, c'est-à-dire des ministres comme Cédric O, Sibeth Ndiaye, Julien Denormandie, qui sont des macronistes purs et durs, on voit que c'est pas du tout la même position et qu'on est beaucoup plus souple et dans une optique beaucoup plus ouverte vis-à-vis des avancées de l'islam il y a ce qu'il pense et ce qu'il va faire. Oui, il y a aussi, alors on va pas se lancer dans une analyse du parcours et de la personnalité d'Emmanuel Macron éminemment complexe, mais il y a aussi lui-même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été initié aussi un peu à la politique par Jean-Pierre Chevènement, mais qui est aussi sur des positions ouvertes de laïcité. Donc c'est vrai que c'est une alchimie assez compliquée, Emmanuel Macron, qui sur le fond était quand même plutôt pour une société laïque ouverte. Là, il est plutôt contre le laïcisme, c'est-à-dire contre le... Oui, vraiment, c'était un opposant pur et dur à Manuel Valls, qui lui avait une position extrêmement ferme, de laïcité assez radicale. Mais en même temps, on connaît le darwinisme d'Emmanuel Macron, et en plus, président de la République, je pense qu'il y a aussi une évolution par rapport à ce qu'il est confronté à un attentat tragique tel que celui de la préfecture de police la semaine dernière. Merci beaucoup, et on se retrouve très vite sur France 24.